Bienvenue. Une histoire de 2 ans touche enfin à sa fin et nous avons entièrement terminé la maison de Hobbit. Et puisque nous avons terminé une histoire qui a duré 2 ans, je vous propose d'abord de nous rappeler comment tout a commencé. Dans le jardin, nous avons creusé une énorme fosse, dans laquelle nous avons placé 2 conteneurs maritimes, puis nous les avons de nouveau recouverts de terre. L'étape suivante a été d'aménager le terrain devant eux. Et dans l'épisode précédent, nous avons construit 2 murs de soutènement et la base de la terrasse. Mais il y a 2 ans déjà, parallèlement à cette histoire, nous avons commencé à en filmer une autre, dont nous n'avons pas parlé. Alors nous allons commencer à aménager notre terrain. Les limites de notre parcelle sont disposées de cette façon. Et tous ces petits arbustes qui ont poussé, il faut maintenant les défricher pour pouvoir commencer l'aménagement paysager. Il faut niveler un peu notre terrain, car là-bas, il y a une montée, une élévation. Ici, c'est une dépression. Il faut tout aplanir et commencer à installer notre clôture inhabituelle. Comme vous avez peut-être déjà deviné, l'histoire dont nous n'avons pas parlé concerne cette clôture inhabituelle. Et pendant que les gars nettoient le terrain, je vais vous expliquer l'idée derrière tout ça. Après avoir enterré les conteneurs, il nous est resté une énorme quantité de terre. C'est un sable très fin qui ne sert à rien. Et pendant les 3 derniers épisodes, nous l'avons évacué dans une direction inconnue. Rien ne pousse sur ce sable et on ne peut pas non plus l'utiliser pour la construction. Et évacuer un tel volume vers une décharge coûte très cher. C'est alors que l'idée m'est venue. Au lieu de lutter contre ce sable, il valait mieux s'adapter aux matériaux et l'utiliser à bon escient. Pour le dire simplement, j'avais le choix suivant. Soit renoncer à une clôture originale et payer une fortune pour l'évacuation du sable, soit accepter cette clôture et ne pratiquement rien payer. Comme vous l'avez compris, je n'ai pas réfléchi longtemps. En fait, au départ, j'étais un farouche opposant à cette idée, à l'idée de construire une quelconque clôture sur ce terrain, car cela en diminuerait fortement la valeur. Tout le charme de ce hameau réside dans le fait qu'il se trouve au milieu de la forêt, sans aucun voisin. Et si l'on installe une clôture, on s'isole en quelque sorte de la forêt et tout le charme de cet endroit disparaît. Mais dans ce cas précis, je pense que nous avons trouvé la solution idéale. Premièrement, cela ne ressemblera pas à une clôture, mais plutôt à un relief naturel. Deuxièmement, c'est précisément de ce côté qu'on aperçoit un peu le chemin de campagne. Même s'il est désert, il arrive que des machines agricoles y passent. Au printemps et en été, ce n'est absolument pas un problème, et les arbres verts jouent parfaitement le rôle de barrière naturelle. Mais en hiver et en automne, le paysage est un peu moins agréable. Et, pour aller un peu plus loin, je dirais que nous avons réussi à résoudre tous ces problèmes d'un seul coup et surtout de manière très économique. Je pense que l'idée générale est déjà claire à ce stade. En fait, c'est la réponse à la question de savoir où nous avons emmené toute la Terre. Nous ne l'avons emmenée nulle part. Oui, bien sûr, cela a coûté un peu d'argent, c'est-à-dire la location des machines. Mais en réalité, les machines s'en occupaient les jours où elles creusaient aussi la fosse. Et au final, le coût de ce remblai est environ 30 fois moins cher que si nous ne l'avions pas fait. Mais il y a un bémol. Dans cette terre, rien ne pousse vraiment, car elle est composée exclusivement de sable très fin. Avec le temps, bien sûr, les feuilles mortes et les aiguilles forment une sorte de couche d'humus, et c'est peut-être sur cette couche que quelque chose finira par pousser. Mais dans tous les cas, il faudra environ 5 ans pour que cette couche se forme. Et attendre aussi longtemps, on n'en a vraiment pas envie. À l'étape suivante, nous avons décidé de contourner un peu le système. Puisque nous n'avons pas eu de chance avec le sol pour la haie vive, nous avons décidé de commander quelques camions de bonne terre fertile et d'en étaler une fine couche sur le mauvais sable infertile. C'est exactement ce que nous faisons.
Pour finir, nous avons semé de l'herbe, arrosé avec de l'eau et maintenant il ne reste plus qu'à attendre la récolte. Nous avons encore une autre urgence. Depuis un mois, il pleut des cordes chez nous. D'un côté, c'est une bonne chose que tout cela soit arrivé ainsi. Et maintenant, nous pouvons évaluer et comprendre la situation de manière adéquate. Ce qui va se passer ici en cas de forte pluie, et cela s'est produit avant que nous ayons tout aménagé ici. Donc, parmi les désagréments, il y a le fait que, probablement, la pente sur les parois latérales n'est pas assez douce. Et comme vous vous en souvenez, ici, il y avait 4 poutres de 300 mm de hauteur qui dépassaient. Sur celles-ci, il y avait des écarts de 90 degrés. Et comme on peut le voir, elles ne sont même plus visibles ici. Et ce mur-là. Avant, quand on se tenait juste à côté, il était bien plus haut que la tête. Maintenant, il arrive à peu près au niveau de la poitrine. Par conséquent, il y a ici beaucoup de terre qu'il nous faut maintenant enlever, extraire, nettoyer. Grosso modo, c'est un sale boulot, mais c'est comme ça. On prend les pelles et c'est parti. Ensuite, on continue selon le plan établi. Et le plan, comme vous vous en souvenez, est extrêmement simple. On prend la pelle et on y va. Je pense que la plupart des haters qui disaient qu'on serait inondé à la première pluie jubilant en ce moment. Mais en réalité, ce n'est pas si grave. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de terre à porter maintenant, de la terre. Mais, premièrement, on a Andriuka et une nouvelle bonne pelle. Deuxièmement, c'était un phénomène anormal. Il a plu pendant quelques semaines et au final, il est tombé l'équivalent de 6 mois de précipitation. En plus du terrain près de notre maisonnette, la moitié de la ville a été inondée et quelques toits ont été arrachés. Voici des images de notre atelier. Mais même avec une telle anomalie, nous n'avons pas été inondés et pas une goutte d'eau n'est entrée dans les conteneurs. Et ces pentes, nous allons les corriger et améliorer. Pour les 2 prochains épisodes, nous avons grand projet. Pour avancer plus vite, nous avons décidé de confier une partie du travail aux gars de l'atelier. Dans l'épisode précédent, nous avons également recouvert notre porte de contreplaqué hydrofuge. Des dalles vont y être collées. Et dans l'épisode précédent, nous n'avons pas eu le temps de faire des fixations encastrées correctes pour cette porte. C'est nécessaire pour que, plus tard, lorsque le produit fini sera prêt, nous ayons déjà tous les emplacements pour les visser et il ne nous restera plus qu'à les fixer. C'est pourquoi nous soudons maintenant de petites pattes qui seront ensuite fixées en place, ce contreplaqué, déjà avec les dalles. Au final, les gars ont ajusté définitivement les pièces en contreplaqué afin de les envoyer à l'atelier. Et comme vous l'avez entendu, nous voulons recouvrir le contreplaqué avec des dalles. Pas des dalles, j'expliquerai. Bien sûr, recouvrir la porte avec des dalles épaisses, ce n'est pas une option. D'abord, c'est cher. Ensuite, le poids serait tout simplement énorme. C'est pourquoi nous sélectionnons des dalles appropriées pour en faire des dalles plus fines. On peut dire des lamelles. L'étape suivante consiste à les charger dans la voiture et à partir à la scierie. Quelle est l'idée ici? Comme je l'ai déjà dit, l'épaisseur de ces dalles ne nous convient pas. Mais on a vraiment envie d'obtenir une façade belle, naturelle et durable sur la porte. Et c'est ce que nous obtenons. Nous retirons couche après couche. Et au final, d'une dalle épaisse, on obtient plusieurs fines. Nous avons maintenant une pile de fines dalles qu'il faut transformer en imitation de planches anciennes. C'est ce à quoi nous allons nous atteler. Nous avons chargé les lamelles dans la voiture et sommes partis à l'atelier. Bien sûr, après la scierie, nos lamelles présentent de nombreux défauts, car le traitement y est très grossier et imprécis. Et c'est justement ce que nous recherchions. Un peu de patience. Et tout rentrera dans l'ordre. Notre tâche maintenant est de créer une décoration qui donne l'impression que cette porte a au moins 100 ans, mais en même temps, elle doit être solide, chaude, légère et fonctionnelle. Pour cela, nous avons découpé de fines dalles en lamelles, mais elles sont toutes de largeur et d'épaisseur différentes. Ensuite, nous n'avons aplani qu'un seul côté à l'aide de la raboteuse. C'est ce côté-là qui sera collé contre le contreplaqué. Ensuite, nous avons bien poncé le contreplaqué. Nous avons appliqué de l'époxy à séchage rapide, puis posé les lamelles dessus en les ajustant. Nous les avons fixées à la graffeuse. Le lendemain, lorsque la résine et la colle ont séché, il ne restait plus grand-chose à faire. Enlever l'excédent sur les bords, brosser le bois pour obtenir une surface plus vieillie et la recouvrir de vernis. C'est ce que vous allez voir maintenant.
L'étape suivante consiste à procéder à l'installation. Je vois aussi souvent des commentaires disant que certains de nos travaux semblent réalisés de façon chaotique et qu'il serait plus logique de tout préparer d'abord, puis seulement de passer au montage. Oui, ce serait certainement plus logique si l'on raisonne comme un modèle sans âme. Mais dans la réalité, il est très important, même si ce n'est pas logique, de réaliser un élément pour ressentir et toucher le résultat. Cela motive vraiment et remonte le moral. Par exemple, nous avons fixé cette belle porte et elle réjouit les yeux chaque jour, pendant que le travail de routine difficile se poursuit. Nous avons acheté du bois d'œuvre, des planches de pin de section 150 par 50 pour nos solives, et nous allons maintenant les fixer à nos équerres qui sont déjà fixés au béton. Après avoir préalablement traité le bois, nous coupons le roofing. N'oubliez pas de placer le roofing entre le béton et la planche pour éviter qu'elle ne pourrisse. Et nous montons le cadre sur lequel viendra se fixer directement la lame de terrasse. C'est ça, à peu près comme ça. Mais la lame de terrasse elle-même, chez nous, elle sera thermomodifiée et elle ne craint ni l'humidité ni d'autres agressions. Mais nous n'avons pas de matériaux thermomodifiés pour la structure, en raison de sa taille et de son format. C'est là que nous avons décidé de faire une expérience. Pendant que les gars découpent les poutres, je vais vous parler du procédé Shusugi-ban, ou du brûlage du bois à la russe. Cela remonte à plusieurs siècles. Nos ancêtres avaient remarqué que si l'on brûlait légèrement un morceau de bois, il devenait plus résistant. On considère que cette méthode est née au Japon. C'est pourquoi j'ai d'abord prononcé ces trois mots étranges, qui ressemblent à une insulte. Bien qu'il existe des données tout à fait fiables, montrant que ce procédé de traitement du bois était utilisé sur tous les continents, y compris chez nous. On protégeait ainsi par ce qu'on appelait le fumage, les pieux, solives, planches de plancher, le bardage des murs et la toiture. Quelques centaines d'années plus tard, nous faisons à peu près la même chose. La seule différence, c'est que nous avons un chalumeau à gaz au lieu d'un feu de camp. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, que cette technologie soit aussi efficace que la thermomodification des planches dans des chambres de séchage spéciales. Mais l'idée et le principe sont globalement les mêmes et consistent en ceci. Sous l'effet des hautes températures, tous les germes possibles sont détruits. De la pourriture. Le sucre du bois brûle, ce qui rend le bois peu appétissant pour les coléoptères xylophages et autres micro-organismes nuisibles. La résine fondue bouche les pores du matériau, ce qui le rend moins hygroscopique, ou, pour le dire simplement, il n'a plus peur de l'eau. Je le répète, nous n'avons jamais testé cette technologie auparavant, et je ne peux pas affirmer qu'elle fonctionne super bien. Mais si vous souhaitez tout de même traiter le matériau de cette façon, il faut vraiment bien le griller. Il ne s'agit pas simplement de passer un chalumeau, mais de chauffer, jusqu'au moment où le bois commence légèrement à charbonner. C'est d'ailleurs ce que nous faisons. Et à l'étape suivante, nous avons commencé le montage. Nous avons d'abord installé les deux solives extrêmes, mesuré la même distance du mur jusqu'au bord de la terrasse, puis tendu des fils, ce qui nous donnera le plan. Et maintenant, nous installons toutes les autres poutres en suivant le fil. Sous les planches, même si elles sont brûlées, nous mettons quand même du rubroïde pour éviter le contact entre le béton et le bois. Comme vous pouvez le voir, le montage se fait rapidement, simplement et précisément, car auparavant, tout a été préparé longtemps et complexe. Maintenant, tout s'assemble comme un puzzle, une poutre après l'autre. Les éléments supplémentaires qui apparaissent et sont ajustés sur place, nous les brûlons également au chalumeau avant de les remettre à leur place.
À l'origine, la technique Shusugiban prévoyait l'utilisation exclusive du cèdre, qui apparemment est abondante au Japon. Mais aujourd'hui, on brûle n'importe quel bois. La seule question est de savoir quel effet on souhaite obtenir. Ainsi, sur les essences résineuses tendres comme le pin, l'épicéa, etc., un motif de fibre large et net apparaît, comme dans notre cas. Par exemple, le hêtre, le charme, le noyer, l'érable et d'autres essences denses acquièrent une couleur sombre et homogène avec un reflet argenté. Quant aux mélèzes et aux noyers, ils surprendront par un motif de surface fin et original. Mais avant de recouvrir définitivement les conteneurs de terre, nous allons encore une fois isoler toutes les jonctions, raccords et autres joints. Les conteneurs eux-mêmes sont entièrement hermétiques, mais à certains endroits, nous avons modifié la structure d'usine afin de relier deux conteneurs entre eux. C'est-à-dire qu'il y a des passages entre eux, et pour éviter que l'eau n'y pénètre, nous avons décidé d'ajouter encore quelques niveaux de protection. Nous avons d'abord isolé la jonction même des deux conteneurs. Ensuite, nous avons posé une couche d'étanchéité par-dessus, et nous avons commencé à créer la pente à l'aide de sable. Et enfin, à la toute dernière étape, nous posons encore une couche de drainage, juste au cas où. Maintenant, nous sommes sûrs qu'il fera sec dans les conteneurs. Et si ce n'est pas le cas, nous ne manquerons pas de vous en parler dans les prochains épisodes. Je rappelle que nous ne sommes pas des constructeurs professionnels et il ne faut pas suivre notre exemple. Nous racontons simplement notre histoire, honnêtement, telle qu'elle est. L'étape suivante, après avoir terminé l'étanchéité, consiste à passer aux travaux de terrassement. Pour recouvrir la barrière de sable de terre noire, il nous a fallu 2 camions de terre et nous avons déchargé un 3e camion près des conteneurs. Et, comme vous pouvez le voir, plusieurs semaines se sont écoulées depuis et le tas de terre noire s'est transformé en un parterre de fleurs luxuriant et verdoyant. L'idée ici est la suivante. Dès le départ, nous savions qu'un seul camion ne suffirait pas. Mais il nous était également impossible de savoir exactement combien de terre il faudrait pour recouvrir tout le sable. C'est pourquoi, en prenant l'exemple d'un seul camion, nous comprenons quelle surface est couverte. Et dès le lendemain, nous accueillons les 10, 20, 30, puis 40 tonnes de terre suivantes. Bien sûr, on n'a pas vraiment envie de répartir un tel volume à la main. Même si nous avons Andriusha et une nouvelle pelle, nous avons tout de même décidé de faire venir une mini-pelle mécanique. Nous lui avons d'abord demandé de façonner le paysage au maximum avec du sable, puis d'appliquer uniformément une fine couche de terre sur la zone appropriée. C'est ce à quoi nous nous sommes attelés. Et là, l'expérience malheureuse précédente avec le sable lessivé s'est avérée très utile. La nature elle-même a indiqué la pente et les points faibles, qu'il ne restait plus qu'à corriger. Et l'excavatrice a réglé cela en quelques heures. Et bien sûr, on n'a pas pu se passer d'Andriuka. De plus, pendant les travaux sur la façade de la maison du Hobbit, il est devenu évident que faire le tour était très fatigant. Et de toute façon, avec le temps, un sentier sera forcément tracé, menant à la destination par le chemin le plus court. C'est toujours comme ça, et la meilleure façon de lutter contre un sentier piétiné, c'est de l'aménager. En principe, l'itinéraire est déjà évident maintenant. Et là, nous avons décidé de faire un petit escalier. Nous avons préparé l'emplacement. Nous avons trouvé une dalle en béton dans la cour arrière et c'est elle qui servira finalement de base. Comme on dit, rien ne se perd, tout se transforme. Nous l'avons descendu avec précaution et là je propose de revenir un peu en arrière pour expliquer d'où vient cette dalle. D'autant plus que ce moment a été filmé et ce n'est qu'à présent que l'on comprend à quoi elle a servi. À l'époque où nous coulions la structure en béton, surnommée le bunker, il nous restait pas mal de matériaux. Et sur place nous avons rapidement décidé d'en couler une dalle. Car nous n'avions vraiment pas envie de devoir évacuer et jeter une demi-tonne de béton.
Nous avons rapidement fabriqué un coffrage et découpé des barres d'armature. C'est ainsi que cette dalle a vu le jour. Pour être honnête, au début, nous pensions que nous pourrions la déplacer sans problème si besoin. Mais tout ne s'est pas avéré aussi simple. Il y a peu de chances qu'on nous l'apporte jusque-là. Il va falloir inventer quelque chose. Mais au moins, on va réussir à la bouger de sa place. On n'avait pas calculé notre coût. Après, les Égyptiens construisaient des pyramides autrefois. Nous y arriverons. Après ça, on a essayé de ne plus penser à cette dalle, mais le moment est venu. Maintenant, la forme et le relief du terrain sont déjà en grande partie clairs, ce qui veut dire qu'on peut commencer à travailler la terre. Pour éviter que la terre fertile ne soit emportée par la première pluie, nous utilisons un filet spécial. Je pense que le principe de son fonctionnement est clair, car il est extrêmement simple. Mais pour qu'il reste bien en place et ne glisse pas, avec la terre, nous fabriquons ce genre de crochet en armature. D'abord, nous coupons de nombreuses ébauches, puis, d'un simple geste, nous plions l'extrémité. Ensuite viennent de longues, très longues heures à répartir la terre sur le sable. Au début, nous avons demandé à l'excavatrice de déposer le gros du volume là où l'accès le permettait. Après cela, il ne reste plus qu'un travail de finition entièrement manuel. Ce filet noir s'appelle en réalité une géogrille, et pour la première fois, quelque chose de similaire a commencé à être utilisé en France dans les années 1920, c'est-à-dire il y a 100 ans. À l'époque, on utilisait des tasseaux de bois assemblés en forme de grille. Cela augmentait la durabilité du paysage, mais pas pour longtemps, car le bois pourrit rapidement dans la terre. Et utiliser du bois qui ne pourrit pas, bien sûr, coûte cher. La solution n'est venue qu'à la fin des années 60. Lorsqu'une entreprise française a fabriqué une grille à partir de matériaux synthétiques. Elle ne pourrissait pas, ne se décomposait pas, assurait la stabilité et avait un prix abordable. Et déjà dans les années 70, nous avons également eu un matériau appelé Dornite, qui était un géotextile conçu pour des conditions climatiques difficiles. Il était principalement utilisé lors de la construction de routes sur des sols instables. Et aujourd'hui, ce type de grille est tout à fait accessible et utilisé partout. Parallèlement aux travaux de terrassement, nous nous occupions aussi de l'escalier. Il faut d'abord réaliser une base solide. Comme vous vous en souvenez, nous avons posé une dalle à la base, mais à l'origine, elle n'était pas prévue pour cette tâche. Au final, sa taille ne convient pas. Plus précisément, elle n'est pas suffisante. Sans trop réfléchir, nous avons résolu ce problème ainsi. Nous avons fabriqué un coffrage simple, découpé des barres d'armature et prolongé la dalle en béton. Ici, tout est simple, et notre vieille bétonnière n'est jamais contre un nouveau mélange. Du sable, du ciment, de l'eau, et brouette après brouette, tout est envoyé dans la base.
À l'étape suivante, lorsque le béton a bien pris, il nous faut couler un autre mur de soutènement. Il est petit et relativement simple. Au préalable, nous avons posé l'armature lors du coulage de la fondation. Il ne reste plus qu'à assembler le coffrage et à couler une nouvelle portion de béton. Ici, on utilise les planches de l'ancien grand coffrage, des piquets supplémentaires, des entretoises, une poignée de vis autoforeuses et une bonne visseuse. Et pendant que le béton sèche et gagne en solidité, nous continuons les travaux de terrassement. Oui, à l'écran tout cela paraît rapide et simple, mais en réalité ce processus a duré plus d'une semaine. Et de temps en temps, nous essayons de changer de tâche, histoire de nous reposer un peu de la terre, aussi bien moralement que physiquement. Parfois, il fallait faire des pauses en attendant la livraison d'une nouvelle portion, de terre noire. À ce moment-là, le ciment avait bien pris et nous retirons enfin le tout dernier coffrage. Ce qui signifie qu'on peut remplir la dernière partie. Nous nivelons la terre, nous étendons la géogrille et commandons le dernier camion de terre. Et là, nous faisons à nouveau une petite et courte pause pour admirer ce magnifique phénomène naturel. Comme on dit, pour ceux qui n'ont pas étudié la physique, le monde est plein de magie. Bref, après avoir admiré ce phénomène magique, nous avons étalé les dernières tonnes de terre. Pour finir, il ne reste plus qu'à bien semer la pelouse et attendre le résultat. Au final, nous avons pris l'herbe la moins chère en promotion lors d'une vente. Pour être honnête, pendant un certain temps, j'étais un peu inquiet à ce sujet. Pour vous donner un avant-goût, je peux dire que je ne m'attendais pas à ça. Chaque chose en son temps. Il y a quelques années, lorsque nous travaillions sur l'une des pièces, nous avons dû démonter un vieux poêle. Au final, nous nous sommes retrouvés avec une énorme quantité de briques. De plus, lors du démontage de l'ancienne remise, nous avons découvert les restes d'un autre poêle. Après l'avoir démonté, nous avons obtenu une nouvelle portion de matériaux tout à fait convenable, que nous avons soigneusement empilé au bord du terrain, puis complètement oublié. Aujourd'hui, nous avons pour tâche d'aménager le sentier qui monte depuis la basse vallée de la maison de Hobbit. Nous avons longtemps réfléchi à une solution, jusqu'à ce que notre regard tombe par hasard sur un tas de vieilles briques inutiles, qui correspondaient tout simplement parfaitement à notre demande, qui était à peu près la suivante. Nous avons besoin d'un aspect vieilli, afin que le sentier ne ressemble pas à une construction récente. De plus, il doit s'agir d'un matériau naturel, écologique, bon marché, voire gratuit, et facile à utiliser. Et voilà, la vieille brique gratuite que nous avons prise au bout du terrain, transportée en quelques minutes à l'endroit de la pose, et que nous posons simplement sur du sable en remplissant les joints de terre. Oui, je pense que les professionnels du bâtiment se prennent la tête en ce moment, mais pour nous, ce n'est pas un problème, car nous ne sommes pas des professionnels du bâtiment. Et pour être sérieux, tout ira très bien avec ce sentier. Oui, elle sera un peu de travers et irrégulière, mais c'est exactement ce que nous recherchons. Et la brique elle-même restera bien en place, et nous pourrons marcher confortablement dessus pendant des années, ce que vous pourrez d'ailleurs voir sur la chaîne. La terre était nécessaire pour que de l'herbe pousse entre les joints des briques, et que tout cela ressemble à un sentier envahi menant à la maison d'un hobbit.
À la fin, nous semons de l'herbe, en espérant obtenir quelque chose de similaire. C'est sur cette image que nous nous sommes basés dès le départ. De plus, en réalisant ce sentier semi-décoratif, nous savions que nous utiliserions principalement l'escalier, qu'il reste encore à construire. Nous avons décidé de faire un gabarit. Ici, tout est simple. Une planche de contreplaqué, une équerre et bien sûr, Vitia. Et si vous n'avez pas de Vitia, il faudra utiliser Google. Chez nous, c'est toujours Vitia qui fait office de Google et ce n'est pas une blague, il connaît vraiment la réponse à n'importe quelle question. Et c'est très pratique, surtout sachant qu'en forêt, il y a des problèmes de réseau mobile. Au final, nous avons pris une poutre de pin appropriée et avons commencé à en faire la base. Au final, nous avons fait les principales découpes avec elle et nous avons fini les angles avec la scie sauteuse. Nous avons obtenu 2 limons comme ceci. Oui, cet objet s'appelle un limon. C'est un nom amusant et en fait, il s'agit d'une poutre d'escalier inclinée servant de support, sur laquelle on installe les marches. Elle a la forme d'un peigne avec des saillies sur lesquelles les marches sont posées par-dessus, assurant ainsi le support de toute la volée d'escalier. Les limons peuvent être fabriqués en métal, en bois ou en béton armé et sont utilisés dans différents styles d'escalier, créant des structures visuellement plus légères et aérées. Nous avons décidé de brûler toute cette structure, tout comme la base de la terrasse. Dans l'épisode précédent, j'ai expliqué en détail cette technologie et la logique de son utilisation. Mais pour faire court, cela doit protéger le bois contre la pourriture. Ensuite, il ne reste plus qu'à préparer toutes les marches de la même manière et à les installer à leur place. Au final, c'est ainsi qu'un escalier solide et pratique apparaît presque à partir de rien. Ainsi, une fois que nous avons obtenu l'escalier terminé, nous pouvons enfin embellir le terrain. Depuis longtemps, nous avions une pile de pierres qui ne cessait de grossir grâce aux travaux de terrassement. Et maintenant, nous avons décidé de faire d'une pierre 2 coups et de construire de petits murs de soutènement. Cela permet ainsi d'enlever le tas de pierres inutiles du terrain et d'embellir un peu l'ensemble. C'est ce à quoi nous nous sommes attelés. Il est clair qu'il n'y a pas vraiment un grand besoin de tels murs de soutènement. Mais nous avons des pierres, et il faut bien les utiliser quelque part. De plus, cela embellir le paysage. Une fois que les pierres seront recouvertes de mousse et que de l'herbe poussera entre elles, l'étape suivante consiste à décorer les murs de soutènement en béton. Pour cela, la première chose à faire est de prendre une poutre de pin et, comme le veut la tradition, de la brûler. Je rappelle que l'objectif principal est que, une fois les travaux terminés, cet endroit ait l'air d'exister depuis plusieurs dizaines d'années. Mais en même temps, toute la structure doit être solide, fiable et durable. Et en plus de tout cela, elle doit être bon marché, voire gratuite. Et là, encore une fois, la chance nous sourit. Je vous propose de revenir 2 ans en arrière. À cette époque, il y avait encore, au bout du terrain, une vieille remise abandonnée à moitié effondrée, qu'il fallait évidemment démolir. C'est ce que nous avons fait, mais l'histoire ne porte pas là-dessus. La plupart des matériaux jetés poubelle, et certains servis de bois de chauffage, mais il y avait une petite quantité de rondins solides et vieillis, sciés d'eux en longueur.
Nous les avons triés et empilés au bord du terrain, sans savoir à quoi ils serviraient, mais en étant certains qu'un jour ils seraient utiles. Et ce jour est enfin arrivé. Au final, nous n'avons pas eu à aller bien loin. À seulement quelques mètres, il y avait un stock de décor parfait, qu'il suffisait de découper à la bonne taille et de fixer sur les poutres solidement ancrées dans la base en béton. Et regardez un peu quelle beauté cela donne. En parallèle, nous avons continué à aménager le terrain. Comme les pierres ressortaient, nous avons décidé de les dissimuler dans l'herbe. Nous avons recouvert et ressemé. Pour savoir comment acheter vos billets et avoir la chance de participer à ce tirage exceptionnel, toutes les informations détaillées et les étapes à suivre se trouvent clairement indiquées dans la description ci-dessous. Nous vous souhaitons sincèrement la meilleure des chances pour ce tirage au sort passionnant, en espérant que la fortune vous sourie et que vous soyez l'heureux gagnant. Comme vous vous en souvenez, nos ouvertures de fenêtres sont rondes, et ce n'est pas la tâche la plus simple. La première étape a été de coller ces ébauches, qui sont ensuite envoyées à la machine CNC. Et c'est déjà à partir de ces formes étranges que nous découpons des anneaux tout à fait reconnaissables. Pour cela, nous utilisons traditionnellement des fraises de chez Woodwork. C'est un excellent outil, nous le recommandons sans hésiter. À l'étape suivante, nous collons ces anneaux pour former une seule structure, puis nous y avons installé les doubles vitrages. Au final, nous avons obtenu une vraie fenêtre complète. La seconde est une maquette juste décorative. C'est pourquoi nous ne nous sommes pas trop embêtés avec celle-ci. On l'a installée, mis de la mousse expansive et oublié. Pour être honnête, la plupart de nos projets sont de l'improvisation sans plan initial précis, et ce projet ne fait pas exception. Après avoir réalisé les fenêtres, il est devenu évident que la façade paraissait un peu vide. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous avons décidé de l'agrémenter de supports en bois. Bien sûr, il s'agit uniquement d'un élément décoratif, et nous n'imposerons aucune charge à ces supports. C'est pourquoi nous prenons quelques planches de pin, nous les assemblons en caissons et nous les brossons soigneusement. Je rappelle que nous devons créer une ambiance authentique pour que la maisonnette ait l'air soigné, mais pas neuve. C'est pourquoi, à l'étape suivante, nous imprégnons le bois avec une teinture foncée. Et au final, nous obtenons un résultat rapide, digne et surtout peu coûteux.
La porte paraît également un peu vide, alors nous ajoutons quelques éléments comme une poignée et nous enfonçons de vrais clous forgés. Enfin, enfonçons... En réalité, il est pratiquement impossible de les enfoncer dans une telle structure en contreplaqué. Donc nous perçons un trou, nous les insérons, puis nous les soudons à des rondelles de l'autre côté. Et tant qu'à faire la porte, nous terminons tout de suite les éléments manquants. Maintenant, Sacha va expliquer l'idée. Alors, nous avons tout de suite décidé de réfléchir à ce sur quoi nous allions fixer la finition des portes, car nous voulons maintenant les isoler avec un isolant projeté. Et pour cela, il faut déjà fixer immédiatement tous les supports pour la poignée et pour le revêtement de finition. Et nous avons trouvé cette petite solution. Nous avons soudé des pattes dessus tout de suite, découpé les supports sur la CNC à notre rayon et nous avons tout fixé, après quoi nous pouvons isoler. À l'étape suivante, c'est ce que nous avons fait avec un isolant projeté de Penoplex. Nous avons expliqué ce processus en détail dans l'épisode précédent, alors n'hésitez pas à le regarder si ce n'est pas déjà fait. À ce stade, nous avons installé tous les éléments principaux de la façade, ce qui signifie que nous pouvons commencer les travaux de peinture. Comme on le sait, avant de peindre, il faut bien apprêter la surface. C'est ce que nous avons fait. Et maintenant, passons à la partie la plus intéressante. Nous préparons un seau de colle et prévoyons de réaliser une couche décorative sur la façade. Toujours sans aucun plan, sans expérience et sans outil spécial. Mais avec de l'ingéniosité et une grande envie de terminer ce projet au plus vite. Et maintenant, Vlad va vous expliquer comment cela s'est passé. Pour la base de notre enduit décoratif, nous utilisons maintenant un mélange de colle ordinaire qui nous restait des travaux précédents, ce qui est très pratique. Et maintenant, nous allons essayer différentes façons de l'appliquer. La première option pourrait être simplement des coups de spatule chaotiques, un enduit un peu désordonné. On peut aussi, en option, la lisser un peu plus pour une surface plus uniforme. Mais à mon avis, ce n'est pas très joli. Voilà comment on l'applique. Je ne sais pas comment s'appelle cette technique, dites-le en commentaire. Vous verrez plus tard laquelle nous avons choisi. Finalement, on s'est arrêté sur quelque chose d'intermédiaire. On a étalé encore un seau sur la façade et on a laissé sécher. Et bien sûr, quelle maison de Hobbit serait complète sans lanterne? On les accroche en face des colonnes et on peut continuer. Comme nous avions déjà installé depuis longtemps le lattage sur nos solives pour la terrasse, nous l'avons un peu usé, alors maintenant nous faisons un peu de remise en état et nous commençons à poser les lames de terrasse pendant que notre mur sèche. Le temps commence déjà à se gâter, il ne fait plus aussi chaud dehors, donc voilà, ça fait déjà 24 heures et ce n'est toujours pas sec. Alors, après avoir réalisé la base de notre terrasse, nous devons maintenant préparer les lames de terrasse. En réalité, c'est la première fois que nous faisons cela, c'est-à-dire la fabrication directe des lames de terrasse. Oui, nous avons une grande expérience dans le séchage et le traitement thermique du bois, mais c'est tout de même une autre tâche, car il s'agit d'une autre essence, d'autres modes de traitement, une autre épaisseur de planche. Dans notre cas, voici la quantité de planche que nous avons, c'est de l'aulne et nous allons donc la traiter thermiquement maintenant. En réalité, une bonne lame de terrasse, c'est-à-dire dans le produit fini, coûte une somme astronomique.
J'ai comme l'impression que, je vais le découvrir plus tard et vous le dire. Je vous propose donc de voir si c'est vraiment aussi compliqué et coûteux de préparer et de fabriquer une lame de terrasse à partir d'une planche brute. Bien sûr, à condition d'avoir une chambre de séchage. Mais dans tous les cas, nous vous parlerons du coût de cette opération, c'est-à-dire combien de temps cela nous prendra, et au final, nous verrons quels résultats nous obtiendrons. Donc maintenant, nous complétons entièrement ce chargement, nous le mettons dans la chambre de séchage, et je vous expliquerai en détail tous les modes et toutes les étapes du séchage. Ici, nous avions l'idée de montrer le cycle complet de la préparation d'une véritable lame de terrasse. C'est pourquoi nous avons commencé à filmer tout le processus et voulions créer un super contenu du début à la fin. Mais l'atelier qui avait accepté de travailler la planche sur une raboteuse 4 faces a catégoriquement refusé de nous laisser filmer ce processus. Et malheureusement, cette histoire n'était pas destinée à se réaliser. Mais au final, nous avons obtenu la planche nécessaire et l'avons envoyée à la ferme. Ainsi, notre iPhone mobile continue de nous ravir. Et il nous a apporté toute cette quantité de bois thermotraité qui servira pour notre terrasse. Ce qu'on appelle une lame de terrasse. Maintenant, nous allons la trier, car il y a quelques petits défauts par endroit, puis la couper à la bonne taille. Oui, en réalité, il y a plein de petits défauts. Et en fait, ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Après le séchage, la moitié du matériau qui nous semblait excellent au départ a été mise au rebut. Le fait est que nous avons vraiment beaucoup d'expérience dans la préparation et le séchage du bois, mais nous travaillons principalement avec des essences précieuses comme le chêne et le frêne, et avec elles, de tels problèmes ne se produisent pas. Donc, la prochaine fois, il sera plus simple de fabriquer des lames de terrasse en frêne, et en réalité, leur coût sera à peu près équivalent à celui de l'aulne en tenant compte du matériau mis au rebut. Mais c'est une expérience pour laquelle il faut payer. Et si vous êtes plus malin, il vaut évidemment mieux apprendre des erreurs des autres. Alors, maintenant nous coupons notre planche à la bonne taille. Nous en aurons 3. Et la face arrière, celle que nous ne pourrons plus traiter par la suite, nous l'enduisons d'une huile pour terrasse, une huile d'extérieur. Quant à la face avant, nous la traiterons plus tard, une fois qu'elle sera fixée. Nous la poncerons à certains endroits si nécessaire. Et nous appliquerons ensuite la finition définitive sur la face visible. Mais en plus de bien préparer la lame de terrasse, il faut aussi la fixer correctement. Et là encore, Woodwork nous sauve la mise. Il dispose d'un outil spécial pour la fixation des lames de terrasse. C'est un kit complet pour une installation invisible. Le principe de fonctionnement est extrêmement simple. On place l'outil contre la planche, il définit lui-même l'écart nécessaire et la direction pour la vis spéciale. La vis autoforeuse perce et fixe la lame en la maintenant par l'extrémité, ce qui rend la fixation totalement invisible. Nous avons vraiment apprécié cet outil et avons été agréablement surpris. Nous le recommandons sans hésiter. Ensuite, il ne vous faut plus qu'une bonne visseuse et quelques complices. Heureusement, nous avons les deux. Et comme vous pouvez le voir, rien ne les arrête désormais. En fait, toutes les lames de terrasse peuvent être divisées en 2 types fondamentalement différents. D'ailleurs, le nom correct pour ce type de lame est decking. Il existe donc des options en bois naturel et des options synthétiques. Et chacune d'elles présente un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. Je pense que vous connaissez déjà mon opinion sur le bois composite. Même si, pour être honnête, il existe des options tout à fait valables. Et surtout, il existe des options de lames de terrasse synthétiques sans aucun souci. Et si son origine ne vous dérange pas, c'est une option tout à fait valable. Pour ma part, je préfère le bois naturel, mais ce matériau présente certains inconvénients. Mais à mon avis, ces inconvénients peuvent tout à fait devenir des avantages. Je vais vous expliquer tout de suite. Le bois est un matériau vivant et la lame vit inévitablement sa propre vie selon la météo et d'autres facteurs extérieurs. Eh bien, pour moi, ce n'est pas vraiment un inconvénient évident lorsque le bois se déforme naturellement, vieillit et change encore d'aspect. Personnellement, j'y vois la beauté d'un matériau naturel. Mais si vous êtes adepte d'une image parfaite toute l'année, alors il ne vous reste que le matériau artificiel, un bois dessiné, en quelque sorte.
car même le bois naturel le plus cher changera constamment et nécessitera de l'entretien, ce qui, personnellement, me convient tout à fait, tout comme l'aspect magnifique de cette terrasse. Pour que l'image finale soit complète, il nous faut encore une fois remonter dans le passé. En fait, nous avons décidé de décorer le mur arrière de la maison avec du bois de chauffage. Et il y a 1 an déjà, nous avons empilé ce que nous avions. Et pour être honnête, nous nous sommes un peu trompés. Au lieu de l'image à laquelle nous nous étions référés, nous avons obtenu ceci. Nous avons donc décidé de réaliser ce mur un peu différemment. Nous n'aimons pas l'apparence de ces poutres. Pour être plus précis, ce sont des rondins, c'est pourquoi nous voulons maintenant les empiler avec du bois fendu. Donc, pour l'instant, nous démontons tout cela et le rangeons dans l'abri à bois. Nous allons également embellir le soffit, la partie frontale de la planche. Nous allons scier cette partie de notre toit. Nous voulions utiliser ce débordement différemment. Nous allons faire autrement. Nous commençons par le bois de chauffage. On enlève tout. Oui, pour pouvoir empiler le nouveau bois d'une nouvelle manière, il faut d'abord enlever l'ancien. Heureusement, cela n'a pas pris beaucoup de temps, car l'abri à bois était juste à côté. Nous avons enlevé le bois, remis le toit en ordre, tout nettoyé. Parce qu'en 1 an et demi, pas mal d'aiguilles de pin étaient tombées ici. Ici, il en reste encore un peu, ça ressemblait à ça. Maintenant, il nous faut peindre ce mur et nous occuper de l'aménagement du soffit. Ensuite, nous avons peint l'OSB en noir, commandé le matériel et terminé les travaux inachevés. Nous avons déchargé le matériel et nous sommes mis au travail. Vous vous demandez sûrement, à juste titre, pourquoi nous montrons ce travail dans cet épisode. En fait, ce mur apparaît inévitablement dans le cadre lors du tournage de la maison du Hobbit. Et avant de montrer les plans finaux, nous avons décidé d'accorder un peu de temps à l'arrière-plan. À ce moment-là, il était déjà clair qu'il nous restait encore quelques briques inutiles. Et nous avons décidé de réaliser le dallage dans le même style. Là, en seulement quelques heures, nous avons posé les briques, comblé les joints avec de la terre, placé une planche thermotraitée à la base pour donner une légère pente, puis commencé à empiler le vrai bois de chauffage. Et maintenant, l'image commence à faire plaisir, car dans l'ensemble, elle correspond à ce que l'on attendait. À ce moment-là, le mortier avait séché et nous pouvions enfin finaliser la façade. Ici, tout est simple. D'abord une couche d'après, puis la peinture. Avant de choisir la peinture, j'ai longuement étudié des maisons similaires sur internet et j'en suis venu à la conclusion que la couleur devait être soit sable, soit blanche, avec une nuance. Personnellement, j'aime beaucoup ce blanc chaud et contrasté, mais votre avis m'intéresse aussi beaucoup. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires de quelle couleur la façade devrait être. Comme on dit, il n'y a jamais trop de détails. Pour mettre un point final au travail sur la façade, nous avons décidé de réaliser une petite décoration qui encadrera les fenêtres. Pour cela, nous avons pris une plaque de contreplaqué, découpé un anneau et l'avons soigneusement poncé. L'étape suivante consiste à découper un autre élément à l'aide d'une machine laser, mais avec un motif.
final, ce sera une composition en 2 parties, mais nous les peignons séparément. Teinture, patine et vernis. Après que la première couche a séché, nous appliquons soigneusement de la colle à l'aide d'un pinceau et fixons l'anneau décoratif sur la base. Ensuite, nous nous rendons compte que l'apparence ne convient pas et vieillissons immédiatement la surface artificiellement. Pour finir, nous recouvrons la composition d'une couche de vernis et elle est prête à être envoyée à la ferme. Nous terminons donc cette histoire et voici le résultat obtenu. La clôture d'ailleurs est aussi très réussie, regardez-moi ça. Si vous aimez ce que nous faisons, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. YouTube est un peu malade ces derniers temps et votre activité est plus nécessaire que jamais. Merci d'avoir regardé et que la hache soit avec vous.